Alors peut-être on va commencer sans les slides parce que le système informatique ne veut pas fonctionner. Est-ce qu'il y a des doctorants ici d'IBA? Voilà. Et vous vous connaissez ou pas? Non, parfait. Donc, en 2 mots, d'abord le contexte. Pourquoi on a organisé ce séminaire? Alors ce séminaire est sorti, l'idée de cet atelier a émergé l'année dernière. Parce que j'ai pensé que le fait d'avoir un séminaire international, c'était une occasion unique de faire rencontrer des gens qui ne se connaissent pas et échanger sur la partie impact managérial du DBA. Alors pourquoi sur cette partie-là? Parce qu'en fait, je pense que vous avez échangé beaucoup avec vos superviseurs, les séminaires, etc., sur la partie méthodologique, sur des questions plus ou moins transverses, et que cette partie-là, c'est peut-être la dernière partie qui arrive à la fin et qui est quelquefois sacrifiée. Et deuxième chose, c'est j'ai participé à pas mal de défenses de thèses, de DBA, et j'avoue que par rapport à la richesse du document que vous fournissez, je reste sur ma faim, vraiment. Et quelque part, j'ai dit là, il y a quelque chose à faire. Ça, c'est la première raison. Ça s'est passé l'année dernière. La deuxième raison, c'est que cette année, dans notre établissement, nous avons eu 2 accréditations que nous avons obtenues plein pot. Et les auditeurs nous ont fait une remarque qui m'a fait quand même réfléchir. À savoir que, moi je fais partie pas de l'université, mais d'une business school. C'est pour ça que je parle d'accréditation. À CSB Quiz. Donc une accréditation internationale et européenne. Et on a des sessions sur lesquelles on discute de la recherche en général et des programmes doctoraux. Et comme je suis en charge des programmes doctoraux dans mon institution, on m'a posé un certain nombre de questions. Et donc, les 2 accréditations, leur souci était le suivant. Et la question était celle-ci. Aujourd'hui, un chercheur qui ne publie pas, il n'a pas d'avenir. C'est pour ça qu'on a mis en place un software qui s'appelle Publish or Perish. Okay? Le souci, c'est que on publie pas mal, même puisque sinon vous n'êtes pas accrédité, mais on publie essentiellement de la recherche académique qui est lue par un petit cercle de personnes. Si c'est lu. Et vous avez raison, on me l'a dit. On m'a dit, vous publiez des choses et personne ne vous lit. Ce qui est dommage parce que voilà, c'est intéressant, mais on ne lit pas. Bon. Donc ça, c'est la première. Oui, parfois, on ne lit pas d'abord. Voilà. Mais ça se lit après. Voilà. Mais quelque part, quelqu'un qui n'aurait pas un nom, qui serait moins connu, etc., eh ben, on ne lit pas. C'est pas pour ça que ce qu'il fait n'est pas intéressant. Voilà. Et la deuxième question, c'est qu'aujourd'hui, on est rentré dans les rankings de publication, donc il faut publier en 3, en 4, etc. Mais on a oublié pourquoi on faisait de la recherche. En particulier dans les business schools. Une business school, dans le mot business school, il y a business. Et donc, ça veut dire que la recherche qu'on fait, eh bien, quelque part, elle doit intéresser le business. C'est logique, hein? Tout ce que je dis, c'est... Voilà. Et donc, on a l'impression que la recherche académique et la recherche managériale sont déconnectées. Et la question qu'on m'a posée, vous faites quoi pour la connecter? C'est-à-dire que pour un auditeur, il vient auditer une business school et on lui décline un certain nombre de publications académiques, grand machin, 2, 3, 4, tout ce que vous voulez. Mais au final, l'entreprise là-dedans, elle est où, quoi? Et ça, c'était une vraie question.
Et donc, moi, ça m'a posé quand même, enfin, ça m'a interpellé dans le sens, et c'est l'objet de l'atelier, de la recherche à l'action, quoi. Si vous faites de la recherche, c'est pour qu'elle serve à quelque chose et qu'elle aille servir le monde du business. D'accord? Et en PhD, c'est pas tellement la logique. Par contre, en DBA, on est en plein dedans. Il y a un lien recherche-business. Et donc, quelque part, peut-être que cette approche, c'est un lien unique pour refaire ce lien et refaire en sorte qu'on fasse de la recherche pour le business. Après, j'avais mis, je vais les lire, deux citations d'un PhD candidat, d'un PDG qui a fait un DBA, ça marche pas, et qui disait justement que pour lui, le fait d'avoir fait, je pensais que la recherche académique était purement théorique. Tout au long de mon parcours théorique, j'ai réalisé que les méthodologies de recherche peuvent être des outils puissants pour résoudre des problèmes managériaux concrets et conduire des décisions stratégiques avec rigueur et clarté. Autrement dit, quand vous êtes un manager et que vous en rentrez dans un programme DBA, ce qu'on cherche à vous faire, c'est prendre de la hauteur, sortir du terrain et trouver des solutions à des problèmes concrets. Et du côté prof, travailler avec des candidats DBA nous oblige, en tant qu'universitaires, à nous assurer que nos recherches restent pertinentes et liées aux défis commerciaux du monde réel. Donc, ça veut dire que nous, en tant que profs, à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être dans les stratosphères académiques, rang 3, rang 4, ou je ne sais pas quel rang, et puis de se dire, bon, tout ça pourquoi, quoi, enfin, au final. Donc, c'était quelque chose qui me paraissait intéressant, et pour vous, et pour nous. Et surtout à Lyon. Pourquoi? Parce qu'à Lyon, vous êtes quand même dans un séminaire international. Vous avez des professeurs qui viennent de partout dans le monde, qui peuvent avoir des visions différentes. Vous avez des étudiants qui sont à des niveaux différents de leur thèse et qui peuvent avoir des choses à dire à un moment donné. C'est-à-dire que vous n'êtes pas encore au produit fini, sauf ceux qui soutiennent cet après-midi. Mais vous pouvez avoir des choses à dire. Comment vous vivez un peu l'approche méthodologique qu'on vous fait appliquer par rapport à votre concret aujourd'hui. Et c'est précisément ce sur quoi je voulais mettre l'accent dans cet atelier. C'est-à-dire essayer de dire à différents étudiants, vous faites ça pourquoi? Et nous qui vous encadrons, on fait ça pourquoi? Et c'est pas forcément... à un moment donné, il faut que les deux arrivent à se rencontrer. Alors, on discutait tout à l'heure de la relation superviseur-étudiant. Là, ça va plus loin, c'est de dire quel est l'objectif à un moment donné qui font que deux mondes qui sont supposés être plus distants se retrouvent pour faire un produit qui va être intéressant pour les deux côtés. Et ce qu'on nous a posé aussi comme question, c'est la question de l'output qu'on va produire. C'est-à-dire, nous sommes habitués à des revues académiques, mais quid des revues professionnelles? Et quel type de papier, quand vous aurez soutenu votre thèse, vous pourrez produire pour vous faire connaître et montrer que ce que vous avez trouvé change les pratiques managériales du business. OK ? Le deuxième élément, et c'est pour ça qu'on va essayer après de voir si vous pouvez échanger entre vous, c'est aussi de faire émerger des problématiques qui sont transversales. Pour vous, chacun d'entre vous est en train de définir des problématiques qui vous sont propres, sur votre terrain, dans votre entreprise, etc. OK ? Et là-dessus, vous allez monter toute une méthodologie qui fait que vous allez arriver à analyser un certain nombre de résultats.
OK? Et ça se fait en binôme, vous, votre superviseur. Ici, vous êtes dans un contexte où vous avez en face de vous des gens qui travaillent sur des sujets très différents et qui, quelque part, peuvent arriver à avoir des connexions sur un point donné. L'idée, c'était de dire, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser justement cet atelier pour que ces problématiques transverses se rencontrent? Un exemple, quelqu'un qui va travailler sur les services hospitaliers et la logistique mise en place par un hôpital. Quelqu'un d'autre va travailler sur la sustainability, qui est le thème du DBA qu'on a développé à l'ICN. Est-ce qu'on ne peut pas faire rejoindre ces deux concepts et de voir comment toute la chaîne logistique de l'hôpital peut rencontrer des questions de sustainability et faire en sorte qu'on trouve des convergences et même des problématiques différentes qui peuvent enrichir la question que vous vous posez. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer d'essayer de travailler. Autre chose avant de rentrer dans l'objet de l'atelier, c'est à un moment donné, et je pense que vous l'oubliez un peu dans la dernière partie de votre thèse, c'est se poser la question, qu'est-ce que l'impact managérial? Dans le cadre de vos sujets, c'est quoi? Alors, si on fait un tour de table, c'est quoi, par exemple, vous, l'impact managérial? L'impact managérial, alors je dirais justement que ça va aider des entreprises d'une industrie en particulier. Dans mon cas, c'est le secteur viticole au niveau international pour améliorer justement sa rentabilité auprès de son débouché majeur qui est la grande distribution, le retail. D'accord. Donc, ma thèse, d'un point de vue plus académique, c'est justement comment étudier la manière de créer et capturer de la valeur dans ces relations qui sont à la base asymétriques. Ok. Un autre exemple, vous faites... Alors moi, d'une manière assez générale, je dirais que l'impact managérial, c'est la transformation des pratiques terrain compte tenu des conclusions de la... Voilà. Donc, il s'agit de faire émerger dans chacune de vos thèses un certain nombre de décisions, un certain nombre de pratiques et un certain nombre de résultats que vous allez pouvoir utiliser à la fois pour le gestionnaire et pour les actionnaires. C'est-à-dire que vous allez prendre en compte un ensemble d'acteurs qui sont très différents. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le CIO, il peut y avoir, ça peut avoir un impact sur les salariés, ça peut avoir un impact sur la façon, le RH, ça peut avoir un impact sur la finance, sur le contrôle de gestion, etc., etc. Et au final, voir comment ce que vous avez trouvé va influencer ce genre de choses. Donc, le premier objectif de cet atelier, c'était donc essayer d'introduire qu'est-ce qu'on entend par recherche à action. Ok. Ensuite, faire un exercice de diagnostic entre pairs. Donc, c'est là que vous allez intervenir. Je vais vous laisser présenter deux d'entre vous vos recherches. Ok. Et puis, organiser en binôme une petite présentation, 5 minutes, hein, pas plus, hein, pour voir quel est votre sujet, en quoi l'autre partenaire jouera le rôle du manager, là-dedans. Vous allez lui dire en quoi ce que vous faites, ça peut l'intéresser, et ensuite on va intervertir. Et on va voir ce qui sort. Ok? Donc, ensuite de ça, on va essayer de tirer un certain nombre de conclusions, c'est-à-dire un canevas d'impact managérial, et essayer de voir pourquoi on fait ça, à qui ça s'adresse, etc. On va essayer de faire une session pitch et feedback et faire une synthèse. De sorte que, quand vous arrivez à la fin de votre thèse, cette partie qui des fois est maigre, eh ben, elle va devenir très riche. Et cette partie très riche, c'est ça qui fait
la valeur de votre document. Et qui fait que si un jour vous allez publier vous avez envie de publier votre thèse, je ne sais pas sous quelle forme, eh bien, vous pouvez utiliser des revues professionnelles qui sont généralement des revues beaucoup plus courtes, beaucoup plus punchy, et où vous devez dire en quelques mots, voilà, j'ai trouvé ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ça, ça pourrait être l'aboutissement, en fait, de votre travail managérial que vous avez fait quand même pendant 3-4 ans. D'accord? Donc, on va commencer par le début. Essayez de vous mettre en binôme ou alors 2 personnes. Qui fait un DBA à l'heure actuelle? Voilà, vous deux, c'est déjà fait, vous deux. Alors, il y en a un qui présente sa thèse. On va commencer par vous. Présentez en quelques mots votre thèse. Quelques mots. J'étudie la CSRD pour expliquer au mieux la valorisation des entreprises. D'accord. Alors, vous êtes le manager et il doit vous dire en quoi ce que lui fait, c'est intéressant pour vous en tant que manager. D'après vous, qu'est-ce que c'est qui va intéresser un manager? En fait, c'est l'apport, en fait. Qu'est-ce qui va apporter dans ce qu'il fait par rapport à la sustainability. La CSRD, c'est quoi l'apport par rapport à ce qui existe? Voilà. Vous, en tant que... Qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous apportez? Produire des outils pratiques pour permettre d'utiliser sur le terrain ce que j'aurais découvert avec la thèse. Ouais. Et dans les outils pratiques, vous mettez quoi? Au jour d'aujourd'hui, hein, avec les travaux que vous avez faits. Moi, je suis au tout début. Ouais, peu importe. Qu'est-ce que vous sentez qui va être le plus important dans ce que vous espérez trouver? C'est la première fois qu'on peut mettre des règles sur un aspect immatériel. Ouais. Qui n'a jamais été fait auparavant, puisque c'est la réglementation qui a fixé les règles. D'accord. Votre réaction par rapport à ça? Est-ce que ça peut se faire sous forme de recommandation? C'est-à-dire comment transformer l'idée en action? Si. Il a une bonne idée, mais comment il peut la faire transformer en action dans le domaine? Et donc, vous proposeriez quoi? À chaud, hein, après vous allez trouver. Fournir un petit outil Excel et aller le faire tester à un maximum de managers pour avoir leur retour. Alors, ça c'est un début. Ok? On va faire la même chose dans l'autre sens. Et après, on va essayer d'exploiter. À vous. Est-ce qu'il y a un aspect sensibilisation, je dirais formation, avant d'arriver à ce stade? Ouais. Parce que si les gens ne sont pas préparés, et on arrive, on leur propose quelque chose, peut-être ils sont habitués à des routines, hein, entre guillemets. Comment peut-on faire pour passer le message? Comment vous réagissez? Être le plus concis et le plus simple possible. Parce que si c'est complexe, personne n'adopte et ça n'aboutit pas. Les gens contournent les procédures. D'accord. Alors, on va s'arrêter là pour le premier exemple. Vous voyez bien qu'il est parti d'une toute petite chose. C'est quelque chose de très simple, un outil Excel. Okay? La personne qui est à côté ne connaît rien à son travail. Donc, elle rentre dans la problématique qui est toute nouvelle pour elle, et elle a tout un ensemble de questions qui fait qu'on va dire, ben voilà, il propose ça, mais moi, je suis pas un chercheur, moi j'ai besoin d'un outil opérationnel. Et qu'est-ce que j'en fais de cette idée-là? Donc quelque part, quand vous allez formuler vos recommandations, il ne faut pas être quelqu'un qui voit les choses de très en haut, mais il faut retourner dans le terrain et voir concrètement ce qu'on va en faire. Et quand vous présentez vos conclusions de vos recommandations, un des gros défauts que vous faites, c'est que vous restez dans ce degré d'abstraction où on vous a mis, par la force des choses, c'était un travail de recherche entre guillemets encadré, un peu académique, théorique, et
il faudrait faire l'opération inverse, c'est-à-dire maintenant je vais redescendre et voir comment je vais appliquer ça. Et c'est cette redescente qui est un peu compliquée à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et là, ça le montre bien. Voilà. À un moment donné, quand vous avez vos résultats, et qui sont importants, ces résultats, hein, dans tout ce que vous fournissez, il y a des résultats hyper importants. Il faut arriver à, dans un DEA, un DBA, de dire, eh ben, je vais, à un moment donné, me dire, voilà, et vous êtes des entrepreneurs tous, ou alors vous l'avez été, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Comment moi, je vais mettre concrètement en place ça? Lui vous a proposé un fichier Excel, son collègue lui dit attention, ce fichier Excel, est-ce que tout le monde est capable de le faire, de l'utiliser, de l'exploiter, etc. Ok? Dans le vin, ça sera pareil. On cherche une question, vous parlez du vin tout à l'heure, la rentabilité, etc. Bon, ok, je l'ai fait au sens global, etc. Maintenant, je suis un viticulteur ou quelqu'un qui a un grand cheptel. Concrètement, je fais quoi aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle situation du vin, des situations des droits de douane, etc., etc., pour faire en sorte que ce que j'ai trouvé, je vais l'appliquer concrètement sur le terrain. Je réponds. Ouais, allez-y. Alors déjà, je proposerais, on va dire si je présente en entonnoir, mais afin d'être le plus pratique au final, d'essayer de considérer justement la grande distribution qui est en général le débouché majeur, non pas comme un débouché nécessaire, mais plutôt comme un aval stratégique. Donc ça, c'est, on va dire, l'état d'esprit. Ensuite, comment faire? Comment faire? Changer les méthodes de travail que j'ai pu constater, que donc je suspecte, qui consiste justement à proposer ces produits lorsqu'on a des besoins de cash et lorsqu'on a besoin justement de libérer ces cuves pour des raisons de stock, donc des raisons logistiques, de les vider parce que justement la vendange arrive dans 2 mois. Bon, c'était il y a 1 mois. Donc de changer l'approche, et pour ça justement il y a des méthodes. Et aujourd'hui je pourrais donner un certain nombre de recommandations, mais qui viennent de mon propre terrain. Ma recherche justement sert à renchérir la qualité de ces recommandations et de retrouver des recommandations aussi que je ne connais pas encore à l'heure actuelle. Votre réaction par rapport à ça, ce que vous venez d'entendre, à chaud? Alors, moi je suis désolée, c'est peut-être plus une question qu'une réaction. Oui, allez-y. Un petit peu globale, mais c'est finalement, est-ce que ces préconisations managériales, elles ne doivent pas donner lieu à un aller-retour entre le terrain et le chercheur? Exactement. Exactement. Ce qui veut dire que si vous faites l'application managériale vraiment dans tous ces aspects, il faut retourner sur le terrain et faire un aller-retour. Pas qu'un aller-retour en fait. Plusieurs. C'est-à-dire de dire, ben voilà, je vais appliquer ça, je vais retenir sur le terrain, puis je me rends compte que ce que j'ai trouvé finalement requiert d'autres facettes de ce truc. Et ces autres facettes, est-ce que je les ai utilisées? Probablement. Dans 9 cas sur 10, vous les avez faites. Mais comment concrètement je vais pouvoir dire, comment je fais quoi? C'est bien beau de dire il faut faire ci, il faut vider les cuves ou tout ce que vous voulez. Bien sûr, ouais. Mais les cubes, vous les videz, vous les mettez où? Dans des bouteilles Voilà. Voilà, il faut trouver des débouchés. Voilà, vous allez les mettre a priori dans des bouteilles. Et ces bouteilles n'ont pas visé à rester dans votre chai. Elles ont visé à aller chez des clients. Okay. Or, aujourd'hui, chez les clients, il y a de moins en moins de bouteilles qui y vont, puisqu'on a constaté qu'il y a moins de consommation de vin. Voilà. Donc, comment je fais pratiquement pour que ces bouteilles aillent chez le client, quel type de marché, etc. Donc, la communication anti quand même. Voilà. Toute la communication anti. Voilà. Mais voilà. Donc, faire cet aller-retour que vous aviez oublié pendant un certain temps, parce que le but de la recherche, c'était justement de prendre de la hauteur.
D'accord? Et cette hauteur, on la prend parce qu'on va faire du quanti, du quali, des interviews, tout ce que vous pouvez imaginer dans le DBA. Mais ensuite, si vous en restez là, eh bien, vous avez perdu l'avantage de ce qu'est un DBA. Le terrain. Voilà, le terrain, le business, oui. Jusqu'où doit-on aller dans l'application de ces préconisations? C'est-à-dire, est-ce que l'objectif du DBA, c'est vraiment de lister des préconisations, ou bien c'est d'aller jusqu'à leur application, les freins qui peuvent être rencontrés sur le terrain pour leur mise en œuvre? Moi, je pense que la partie frein est très importante, parce que la partie frein, c'est ce qui fait que vous ferez un autre sujet, une autre problématique sur un sujet qui est proche, et qui permettra de lever un certain nombre d'autres freins. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir mettre en place une préconisation sur peut-être un petit epsilon, mais ça, c'est le but de toutes les recherches. Les recherches, quand vous avez avancé d'un saut de puce, tout le monde est ravi. Vous n'allez pas avancer, révolutionner la roue qui est ronde et que tout le monde sait qu'elle est ronde et elle n'est pas carrée. Bon, donc, on va se contenter de ça. Mais on va aussi essayer d'expliquer qu'effectivement, vous êtes allé jusqu'à là, mais il y a tant de choses autres à faire. Et ça peut être aussi le départ d'une autre recherche que vous mènerez par la suite. Voilà. C'est-à-dire le DBA, ce n'est pas une fin en soi, c'est au contraire l'ouverture d'une porte vers autre chose. C'est comme ça qu'il faut le valoriser aussi. Voilà. Peut-être aussi, on va peut-être à la fin du DBA voir qu'il y a d'autres problèmes qui sont intéressants. Exactement. Du coup, on devient des chercheurs. Et des chercheurs qui sont, voilà, des chercheurs différents, des chercheurs de terrain. Des chercheurs qui, quelque part, vont aller plus loin que ce qu'on peut être dans le stricto sensu dans le domaine académique. Je signale d'ailleurs par ailleurs que même dans les articles très académiques, on a toujours aujourd'hui une section qui s'appelle Managerial Policy, qui avant était moins importante et maintenant qu'il est de plus en plus. C'est-à-dire que la recherche managériale conventionnelle se débise quelque part. Voilà, quelque part on essaye d'aller vers des choses qui sont plus concrètes. Ok ? Donc dans tout ce que vous avez énoncé là, si on essaye de faire un bilan, premièrement, quand vous adressez un problème managérial et qu'ensuite vous voulez faire quelque chose, vous voulez adresser des recommandations ou aller un peu plus loin que la partie recherche pure, premièrement, première question, à qui je m'adresse ? Quels sont les stakeholders auxquels je m'adresse ? Et c'était clair ici, mais c'est clair aussi. C'est-à-dire, est-ce que le stakeholder, c'est le CEO, ou est-ce que c'est toute l'entreprise dans son ensemble, et que je vais devoir faire des recommandations en tenant compte des différents partenaires que j'ai à l'intérieur de mon entreprise. Ok ? Et ça, c'est une chose que des fois, on oublie. Dans vos recommandations, vous allez faire et c'est là où on reste un peu sur sa fin, vous faites des recommandations très larges. Si vous aviez détaillé les stakeholders, vous auriez été beaucoup plus loin. Et vous avez les outils pour ça. Vous avez le matériel. C'est pas difficile, hein, c'est juste que vous l'exprimez pas. Je trouve ça intéressant parce que quelque part, vous êtes en train de mettre le point sur des professionnels expérimentés de terrain. Oui. Qu'on scolarise en les déprofessionnalisant. C'est ça, exactement. Et une fois que vous les avez sortis de leur carcan de 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expérience, vous vous étonnez de dire finalement « Ah mais c'est bizarre, vous avez perdu votre terrain ». C'est ça. Est-ce que c'est pas un des impacts où il faut faire attention au niveau du DBA ? Exactement, Ah ouais. C'est exactement. Et c'est ce qui fait la richesse du DBA par rapport au PhD. Ok. Oui. Ce que je veux dire, les recommandations, bon, on sait qu'il faut les faire pour l'intérêt de tous les stakeholders, mais pourquoi... Dans certains cas, pas dans tous les cas. Ouais. En général, on s'arrête d'abord au management. C'est parce qu'on s'est dit que c'est la porte d'entrée. Si le CEO et l'équipe de management
ne s'approprient pas des recommandations. Alors, ça dépend comment vous managez votre entreprise. Si l'entreprise est managée top-down, c'est vrai. Si elle est managée sur un style beaucoup plus coopératif, ça peut ne pas être vrai. C'est autonome, oui. Mais pas autonome, mais coopératif, collaboratif, si vous voulez. C'est-à-dire, si tous les services ont une place à jouer, eh bien, il faut que tout le monde aille dans le même sens, parce que sinon, tout ce qu'on aura cherché à mettre en place de nouveau, vous avez perdu la moitié du bénéfice. Oui, donc dans ce style-là, les recommandations peuvent être faites à tous les stakeholders en même temps. Alors, peut-être pas en même temps, mais à un moment donné, vous aurez besoin des autres stakeholders, et il est question qu'ils vous suivent. Oui. Parce que sinon... c'est une problématique RH alors. Hein. Voilà. Plus que, mais je veux dire par là que c'est... Alors, c'est pas tous les sujets qui vont faire appel à ça. C'est-à-dire que peut-être dans certains sujets, s'arrêter au CEO, c'est suffisant. Pour d'autres sujets, quand on traite d'entreprise familiale, etc., peut-être que le CEO, c'est pas assez, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux pas vous donner des recettes sur tous les sujets. Mais je peux vous dire, voilà, à un moment donné, peut-être vous aurez un besoin de traiter tous les stakeholders ou une partie, etc. Dans la vente aussi, hein, c'est comme voilà. Ça. Quelque part, c'est bien d'influencer le décideur et pas que négocier avec le décideur lui-même. Exactement. Exactement. Avant, quand il n'y avait pas trop de pression compétitive, quand les CEO ont les recommandations, ils mettent dans les tiroirs. Boston Consulting Group a fait des études, ils ont remarqué que le principe... Dans les grandes entreprises, ça peut être le cas, mais pas dans des tailles moyennes. Parce que quelque part, la taille moyenne, voilà, elle tient compte de beaucoup plus de choses, quoi. Deuxième chose que vous devez tenir compte, c'est les décisions et les actions que vous allez mener. Et quelles sont les différentes actions pour quels résultats? Donc, est-ce que c'est des grandes actions qui vont définir une stratégie? Et vous parlez des recommandations là ou oui. Toujours dans la... Ouais. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi des choses qui sont beaucoup plus fines et qui font que vous allez devoir aller dans le détail. Ça va toucher qu'un pan de l'organisation, mais ce pan de l'organisation, il faut aller beaucoup plus dans le détail. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là aussi, je ne peux pas vous donner de recettes magiques. Tout dépendra si vous travaillez sur des grands groupes, des petites PME, des entreprises avec 10 salariés. Ça va être très différent. J'ai une question en termes de pratique. On va dire là, ce qui est bien, c'est que quelque part, quand on est dans le processus de thèse, on doit aussi penser justement où on va atterrir avec ces fameuses recommandations qui sont finalement la finalité. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de, on va dire, combien de recommandations, combien de points? Moi, je ne dirais pas que ça se pose dans ces termes-là. Parce que justement, il y a des choses, il y a des recherches qui ont amené à toute une révolution de pratiques managériales. Dans ce cas-là, à ce moment-là, il faut en dire le plus possible. Et quelquefois, comparer ce qui se faisait avant à ce qui se fait aujourd'hui. Et à l'occasion même avec des petits case studies et montrer qu'on fait des choses très différentes. Par contre, des fois, il suffit de une ou deux recommandations managériales, mais qui ont un impact lourd. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on ne peut pas dire qu'il faut faire plein de choses, etc. Mais pour arriver à faire ça, il faut que vous arriviez à schématiser un peu devant votre tête ce que vous avez fait et dire, ben voilà, c'est ce pan-là qu'il va falloir que je développe. Parce que ça, quand même, je l'ai super bien étudié. D'une certaine manière, est-ce que c'est sélectionner finalement un ensemble de points importants et préserver les plus importants? Ou est-ce que c'est pas un résumé finalement de l'ensemble des détails? Dans mon cas, par exemple, c'est un ensemble de pratiques. Et on peut dire qu'il peut en avoir peut-être quelques dizaines, allez, on va dire une trentaine de pratiques. Est-ce que c'est raisonnable de reprendre ces pratiques qui sont dans ma thèse, si vous arrivez après, non, oui, si après vous arrivez par exemple à les mettre, à les regrouper, en famille, à les regrouper et dire, ben voilà, dans tout ça, finalement, si je les regroupe, j'ai 2 ou 3 gros points. Et ça, c'est super important pour le secteur, pour comment on va voir le secteur vinicole qui a des soucis en ce moment. Surtout que, voilà. Surtout que les interventions sont systémiques,
on se fait un système. Donc, les recommandations, même s'il y a apparemment 15, 20, on peut le regrouper en 4 ou 5. Voilà. Et peut-être vous arrivez... Alors, après, chaque sujet va être différent, mais ça peut amener des choses... même qui peuvent être transmis, par exemple, quand vous allez à des organes de décision beaucoup plus élevés, et leur dire, mais bon, à un moment donné, il faudrait peut-être faire les choses complètement différentes. Et vous, vous êtes quand même sur le terrain, et vous êtes les premiers à savoir comment tout ce que vous vivez au quotidien, vous avez fait une recherche là-dessus qui montre que, en plus, vous avez été beaucoup plus loin que votre pratique au jour le jour, quoi. Et donc, vous pouvez être source de transformation pour des gens qui décident et qui ne sont pas forcément des viticulteurs. Qui ne sont pas forcément des viticulteurs. C'est voilà. la transposabilité justement des recommandations voilà. sur des PME qui voilà. se trouvent dans le... Exactement. Donc, quelque part, c'est un peu à ça que je voulais arriver dans le point suivant, c'est les résultats attendus que vous allez avoir. C'est-à-dire, c'est pas simplement pour vous, mais c'est pour d'autres, et éventuellement pour prendre des décisions qui seront plus larges que ce que vous avez vous. Oui, transférable à d'autres secteurs d'industrie, Exactement. des cas similaires, ce genre de choses. Voilà. J'aurais une question, parce qu'en plus, je vais devoir m'échapper là, ouais. en rendez-vous. Tout à l'heure, vous évoquez le fait justement de communiquer, notamment avec des articles qui soient lus. Donc j'imagine que c'est des articles peut-être un peu plus professionnels que purement académiques. Oui, par exemple, Harvard Business Review, c'est... Voilà. Ou de revues de filière. Vous parliez d'en faire justement suite au DBA. Est-ce qu'il serait peut-être conseillé aussi, pendant ces 4 années de DBA, justement, de faire un plan de publication embryonnaire, même si c'est justement... Alors, vous pouvez. Tout dépend de votre capacité de vous organiser, de savoir ce que vous allez faire après. Voilà. C'est-à-dire qu'il vous faut quand même un certain nombre de matériel pour rentrer dans cette logique-là. Le matériel, quelque part, vu nos âges en général, on a déjà un matériel de terrain qui est peu académique, mais qui permet déjà de se positionner comme un spécialiste du sujet. Mais qui va être, dans ce cadre-là, il va être descriptif. Et vous, ce que vous voulez, c'est passer de la description à l'analyse. Donc, il vous faut avoir fait un certain nombre de choses pour envisager un article qui sera un article professionnel, mais qui va lier le descriptif à l'analyse. Et dès que vous avez un matériel suffisant pour le faire, là, vous pouvez commencer à dire ben ça vaudrait le coup de le publier. Je rappelle quand même la règle de base d'une publication, un article, une idée. Ah oui, ok, une seule. Pas 36 000. Hein. Parce que parce que ce que vous voulez, c'est faire passer un message. Et si vous voulez faire passer un message, on ne peut pas faire passer un message dans un conglomérat de plein de choses. Est-ce qu'on peut considérer justement que le descriptif, là on va dire avant ou au début du DBA, et que l'analyse se complexifie et se pousse justement au fur et à mesure de l'avancement? Tout à fait. Là par exemple, et c'est la raison pour laquelle je pars en rendez-vous maintenant, c'est pour faire justement un chapitre où j'écris justement un brouillon d'articles. C'est une synthèse, un cas justement avec mon plus gros client. Et en effet, c'est descriptif, mais je vois que la manière dans laquelle j'ai rédigé ce papier a un brin d'analyse, parce que quelque part, c'est un des impacts justement du début de DBA. Voilà. Parce que j'observe un petit peu les choses différemment. C'est exactement. Et donc, vous avez un conseil peut-être? C'est de montrer peut-être, à travers l'étude de cas que vous allez faire, que ce n'est pas une étude de cas unique, mais qu'elle peut déboucher sur des études de cas similaires et qui vous permettront de faire une analyse plus générale. Oui, donc en fait, c'est finir ce premier travail pour expliquer le deuxième en arrivage. Voilà, c'est ça. Et de dire, ben voilà, c'est pas une fin en soi, mais vous allez... voyez ce que... Voilà. Voilà. Après, ça, c'est basé sur une étude de cas. On peut aussi faire une synthèse de tout ce qu'on a trouvé. Ça, c'est aussi possible. L'appliquer à un secteur particulier, on en a vu quelques-uns ici, des secteurs. Et de dire que finalement, ce que vous avez trouvé pour le secteur lambda s'applique au secteur bêta, avec des nuances, parce que c'est le secteur bêta et pas lambda. Voilà. Ça aussi, c'est une autre chose. Mais pour arriver à ça, il faut avoir pris un peu de hauteur un peu avancée.
Donc, dans votre cas, vous, ce qui est bien, c'est que vous avez déjà une première base bien construite qui vous permet de dire, bah, voilà, déjà là, on a déjà des premières choses. Et puis d'autres auront à attendre un peu plus de temps pour dire, bah, les conclusions managériales, quelque part, il faut que j'attende un peu plus pour arriver à prendre un peu plus de hauteur et dire, bah, voilà, je vais essayer d'écrire maintenant des choses qui vont intéresser non pas que moi en tant que manager, mais tout un ensemble de managers. Et pourquoi pas essayer ensuite de voir si on peut faire croiser ce que je vous disais tout à l'heure, transdisciplinarité, croiser des choses, trouver des invariants, et au final, bah, là, si je trouve des invariants, c'est que je change mes pratiques managériales, et ça, c'est solide, quoi. C'est pas simplement ce que je fais dans mon entreprise, c'est pas ça, quoi. Vous voyez? Bon, je crois qu'il faut que je m'arrête parce que j'ai une présentation en anglais, là. Je vous remercie, j'espère que ça vous aura aidé. Et j'essaierai de mettre tout ça en ligne, hein, à un moment donné.